On s'est déjà demandé ce qu'est vraiment un son, pas vrai? Que ce soit une simple note de musique ou le brouhaha de la ville, tout ce qu'on entend, absolument tout, ça suit des lois physiques fascinantes. On va décortiquer tout ça ensemble. Ok, alors pour bien piger comment tout ça fonctionne, on va suivre le parcours d'une onde sonore vraiment de A à Z, de sa création jusqu'au moment où elle atteint nos oreilles. Voilà le programme. Allez, on attaque avec la première partie. Et on va commencer par le tout début, la base de la base. Parce qu'à l'origine de chaque son, que ce soit une immense symphonie ou juste un petit murmure, il y a un seul et même événement physique, tout simple. Et cet événement, c'est quoi? Eh bien, tout part d'une vibration. C'est aussi simple que ça. Le principe fondamental, c'est celui-là. Pour qu'il y ait un son, il faut qu'un objet se mette à vibrer. Pensez à la corde d'une guitare qu'on gratte, par exemple. Justement, une vibration, qu'est-ce que c'est? C'est ce mouvement rapide de va-et-vient d'un objet. Et c'est ce simple mouvement, cette petite agitation, qui va perturber tout ce qui l'entoure et, hop, créer l'onde sonore. Des exemples, il y en a partout, vraiment. Nos propres cordes vocales qui vibrent quand on parle, une corde de guitare, la peau tendue d'un tambour, ou même le cône d'un haut-parleur. Et ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup d'instruments, il y a ce qu'on appelle une caisse de résonance, qui vient venir amplifier ces vibrations pour que le son soit beaucoup plus fort, beaucoup plus audible. Bon, maintenant on sait comment un son est créé. Super. Mais comment il fait pour voyager? Comment cette vibration arrive jusqu'à nous? C'est la prochaine étape de notre voyage. Alors là, le mécanisme est vraiment fascinant. Il faut imaginer que la vibration va se propager en créant des vagues de compression et de décompression de l'air. En gros, les molécules d'air se poussent les unes les autres, un peu comme des dominos. Elles transmettent l'énergie, mais attention, elles ne voyagent pas très loin elles-mêmes. L'analogie parfaite, c'est la hola dans un stade de foot. L'onde fait le tour du stade, mais chaque spectateur se lève et se rassoit. Il ne bouge pas de sa place. C'est exactement le même principe. Et ça nous amène à une question qu'on voit souvent, surtout dans les films. Est-ce que le son peut voyager dans le vide de l'espace? Eh bien la réponse est non, un grand non, catégorique. Le son a absolument besoin d'un support matériel pour se propager, que ce soit un gaz, comme l'air, un liquide, comme l'eau, ou un solide. Donc, désolé de casser le mythe, mais les énormes explosions dans les films de science-fiction, dans la réalité, elles seraient totalement silencieuses, parce que dans le vide de l'espace, il n'y a rien à faire vibrer. Et à quelle vitesse ça se déplace, ce son? Dans l'air, à une température ambiante, on est autour de 340 mètres par seconde. Pour se donner une idée, ça veut dire que le son parcourt la longueur de presque 3 terrains de foot en une petite seconde. C'est rapide, oui, mais vous allez voir que comparé à la vitesse de la lumière, c'est une vraie tortue. Et là, le comparatif est juste ahurissant. D'un côté, le son à 340 mètres par seconde. De l'autre, la lumière qui file à presque 300 millions de mètres par seconde. La lumière est quasiment 1 million de fois plus rapide. Et ça explique parfaitement un phénomène qu'on connaît tous. Pendant un orage, on voit toujours l'éclair et c'est seulement plusieurs secondes après qu'on entend le grondement du tonnerre. C'est juste que la lumière est arrivée quasi instantanément, alors que le son a pris son temps. Bon, on a vu comment le son naît, comment il voyage, mais à quoi ça ressemble un son? Comment on pourrait, en quelque sorte, dessiner son portrait? C'est là qu'intervient le microphone. Son rôle, c'est de capter cette onde sonore invisible et de la transformer en un signal électrique qu'on peut visualiser sur un écran. Et quand on fait ça, par exemple avec une note de musique jouée par un instrument, on observe quelque chose de très particulier. On voit un signal qui se répète, toujours le même petit motif, encore et encore, à des intervalles de temps parfaitement égaux. C'est ce qu'on appelle un signal périodique. À partir de ce signal, on peut extraire des informations super importantes. Le processus est assez logique en 3 étapes. D'abord, on repère ce fameux motif qui se répète. Ensuite, on mesure la durée de ce motif, combien de temps il met pour s'exécuter une fois en entier. Ça, c'est ce qu'on appelle la période. On la note avec un grand T et elle est en secondes. Et une fois qu'on a cette période, on peut calculer la troisième information, la fréquence en Hertz. Et le lien entre les deux est super simple. C'est une formule clé à retenir. La fréquence, notée F, est tout simplement l'inverse de la période T. Donc F égale 1 sur T. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si le motif est très court, si la période T est toute petite, alors elle va se répéter un très grand nombre de fois chaque seconde. Et donc, la fréquence sera très élevée. Et inversement, bien sûr. Ok, on a parlé de période, de fréquence, d'amplitude. C'est un peu abstrait tout ça. Maintenant, le plus intéressant, c'est de relier tout ça à ce qu'on entend vraiment. Comment ces mesures physiques donnent son identité à un son. Commençons par la hauteur d'un son. Est-ce qu'il est grave ou aigu?
Eh bien ça dépend directement de la fréquence. C'est la même chose. Un son grave, comme une contrebasse, c'est un son qui a une basse fréquence, donc une longue période. Et un son aigu, comme une flûte, c'est un son qui a une haute fréquence, et donc une période très courte. Une note aiguë, c'est juste une vibration qui va très très vite. Ensuite, l'intensité. Est-ce que le son est fort ou faible? Ça, c'est lié à l'amplitude de l'onde. L'amplitude, c'est la hauteur de la vague sur notre graphique. Un son faible aura une toute petite amplitude, une petite vague. Un son fort, lui, aura une grande amplitude, une vague beaucoup plus haute. En fait, l'amplitude, c'est la mesure de l'énergie de la vibration. Et enfin, il y a le timbre. Le timbre, c'est un peu la couleur du son. C'est ce qui nous permet de faire la différence entre un piano et un violon, même s'ils jouent exactement la même note, à la même intensité. Et ça, à quoi c'est dû? C'est dû à la forme de l'onde. Un son pur, comme celui d'un diapason, a une forme d'onde très simple, très lisse. Un son riche et complexe, comme celui d'une trompette, aura une forme beaucoup plus tarabiscotée. C'est vraiment la signature sonore de l'instrument. Voilà, on a les 3 caractéristiques principales d'un son. Mais toute cette énergie qui se propage, ça peut aussi avoir des conséquences. On va donc aborder notre dernière partie, et pas des moindres, quand le son devient un danger pour notre audition. Il faut savoir que notre oreille n'entend pas tout. Loin de là. L'oreille humaine a un spectre auditif bien défini. En gros, on entend les sons dont la fréquence se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz. Tout ce qui est en dessous, on appelle ça les infrasons. Et tout ce qui est au-dessus, les ultrasons. On ne les perçoit pas, mais ils existent. Il y a tout un univers sonore qui nous échappe. Maintenant, pour mesurer l'intensité, le volume, on n'utilise pas l'amplitude directement, mais une échelle plus pratique, l'échelle des décibels, ou dB. Et sur ce graphique, on voit bien comment ça monte. Une conversation normale, c'est autour de 60 décibels. Mais on voit que la zone de danger commence déjà à 85 décibels, et que le seuil de la douleur, lui, est à 120 décibels. L'échelle n'est pas linéaire, donc ça monte très très vite. Et là, il y a vraiment des points clés à retenir pour sa santé. Le risque de dommage pour l'oreille, il commence dès 85 décibels. Et attention, on peut avoir des lésions irréversibles à partir de 90 décibels, même si on ne ressent aucune douleur. C'est ça le piège. Et bien sûr, plus on reste exposé longtemps à un bruit fort, plus le risque est grand. La perte d'audition, c'est souvent pour la vie, alors il faut vraiment y faire attention. Voilà, on a fait le tour de la physique du son. Alors la prochaine fois que de la musique se lance, qu'un bruit se fait entendre, essayez de penser à ça, d'imaginer son portrait. Est-ce que sa fréquence est haute ou basse? Son amplitude, grande ou petite? Sa forme, simple ou complexe? On parie que l'écoute ne sera plus tout à fait la même.